Donc, aujourd'hui, je reçois Gabriel Julien. Merci d'être ici. C'est un plaisir de te recevoir. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Donc, c'est la réalisation d'un podcast dans le cadre de la journée collégiale pour la prévention, en fait, pour la santé mentale. Donc, toi, Gabriel, dernièrement, là, on t'a vu quelques fois à la télévision aussi parce que, en fait, tu as plusieurs projets en lien avec la santé mentale. Tu as fait aussi Occupation Double en 2007. Oui, en 2007, Occupation Double, j'ai fait aussi Love Story en 2009, là, mais ça n'a pas été une super belle expérience. On va pouvoir en parler tantôt, là. OK. Tu as été gagnant aussi d'Occupation Double, hein? Oui, c'était la quatrième saison. J'ai terminé gagnant, effectivement. Je m'y attendais pas de gagner, mais j'allais là comme un peu pour promouvoir le bar que j'allais ouvrir. Finalement, ça a l'air que j'ai rencontré quelqu'un puis que ça a super bien été, là. Fait que oui, j'ai gagné. Dans le fond, après Occupation Double, t'as été propriétaire de bar. Puis, es-tu resté avec la gagnante, Stéphanie? Non, je te dirais que ça a duré 2 semaines. Le fait de sortir de l'émission, reprendre nos vies, elle habitait au lac Saint-Jean. Ça n'a pas été super évident. Elle ne buvait pas durant le show. Elle a commencé à boire après l'occupation double. Là, on est parti sur le party. C'était pas super sain comme relation, là. Puis en plus, avec tout le monde qui, qui avait envie de nous voir, on était tout le temps à droite, à gauche, promo de bar. Puis non, ça a pas duré, là. OK. Je pense que ça nous a pas vraiment fait à tous les deux, là, cette célébrité instantanée, là, si on peut dire. Ça a été difficile pour toi, ouais, d'être célèbre instantanément? Je te dirais que quand j'y pense aujourd'hui, oui, ça a été difficile quand même de toujours un peu avoir quelqu'un qui se regarde, là, comme OK, c'est correct. Parce qu'on a l'attention de tout le monde quand je rentrais au restaurant ou dans les bars. C'était vraiment la folie, si on peut dire. Là. Il y avait quand même 2,4 millions de personnes qui avaient écouté ça. Je me souviens, Stéphanie avait été faire Compostelle parce qu'on en avait par-dessus la tête. Là. Pas Compostelle, en fait, qui est une marche de pèlerinage là, pour justement se retrouver. Mais moi, j'ai vraiment rentré dans la vie de rockstar, si on peut dire. Là. Je pense que j'ai fait des tournées de bar pendant 1 an là, à travers le Québec là, pour animer des soirées. Là. T'aimais ça ou? Ben, je pense que j'aimais ça, mais tu sais, je veux dire, veux pas, il y avait de l'alcool, puis c'est vraiment là que j'ai commencé à consommer de la cocaïne. Là. Je pense qu'il y a quelque chose de le fun de consommer de la cocaïne dans une ruelle à Rouyn-Noranda avec un gagnant d'occupation double. Fait que j'ai embarqué un peu dans ce délire-là des gens, là, sans le savoir un peu. Fait que ça a été pas mal mon début de consommation, là, parce qu'à un moment donné, je vivais tellement qu'il me fallait quelque chose pour me tenir debout, si on peut dire. Là. Les lendemains sont rough, mais avec de la cocaïne, c'est un peu moins pire. T'es capable de Ouais, repartir. ouais, non, c'est ça, exactement. Puis là, c'est insidieux, là, t'en as de plus en plus besoin, si Ouais. on peut dire. Là. OK. Puis par la suite, t'as fait Love Story, c'est ça? Oui, ben c'est ça, on m'a appelé pour faire Love Story. J'avais pas eu une mauvaise expérience avec Occupation Double. Je me suis dit que c'était une belle expérience à vivre, là. J'aimais le concept. Fait que je me suis lancé un peu les 2 pieds là-dedans. Malheureusement, ma mère est tombée malade peut-être une semaine avant que je rentre dans l'émission. Puis c'est vraiment là que j'ai pris la paix décision de ma vie d'aller à Love Story quand Ouais, même. tout, ouais. Ben, tu sais, quand tu as à vivre un deuil, te mettre dans un loft avec une espèce de piège qui arrive à tous les 2-3 heures, puis des énigmes, puis le stress. Puis, tu sais, je suis arrivé là-bas, la production m'a pas remis mes valises, m'ont pas remis mes choses. Fait qu'un autre stress qui a embarqué, puis là, rendu le temps de se choisir un lit, il manque un lit, fait que là, je me retrouve à dormir sur le divan. Il y a tout le temps un petit peu d'action, pas dans le loft, fait que j'avais de la misère à dormir. Fait que pendant peut-être 3 jours,
Ma tête commençait à spinner, je dormais pas. Puis c'est vraiment là que j'ai fait ma première épisode psychotique qui n'a pas été diagnostiqué, si on peut dire, là. Parce que moi, j'ai demandé à sortir du loft, puis je me suis retrouvé chez nous, après avoir rencontré un psychologue, en fait, là, puis tout ce que je lui disais, c'est que je suis épuisé, j'ai pratiquement pas dormi, j'ai perdu ma mère, j'étais assez colérique, il a décidé de me laisser partir, mais c'était peut-être plus un psychiatre là, que j'aurais dû voir parce que je me sentais vraiment déconnecté de la réalité, puis c'est quand je suis arrivé chez nous que ça n'a pas tourné de la bonne façon, là. Mon ami est venu me porter, je l'ai mis dehors après 5 minutes à cause qu'on s'est engueulé un peu. Puis après ça, un autre de mes amis qui est arrivé, puis là, on est parti chercher des somnifères parce que je voulais dormir, puis c'est ça que j'avais besoin. Puis on a croisé une ambulance, puis là, il m'a dit « Tu veux dormir? On va arrêter l'ambulance comme ça. » Puis là, moi, j'étais sûr que j'étais encore dans le loft. OK. Tu t'entends en psychose, mais tu n'étais pas au courant à ce moment-là que ça existait ou? Ben pour moi, c'était pas quelque chose que j'appréhendais, là. Je veux dire, personne pense à faire une psychose, surtout la première fois. Je veux dire, ça a sorti pas mal de nulle part, là, avec l'épuisement puis tout ça. Aujourd'hui, j'ai quelques repères pour éviter de me rendre là, tu sais. Tu sais que tu connais un peu plus les signes avant-coureurs. Exactement, tu sais, que ce soit le manque de sommeil, là, le sommeil pour moi, c'est super important. Puis, tu sais, je me sens un peu escaladé, puis c'est là que, tu sais, que je suis capable de mettre le frein aujourd'hui, là, mais c'est après 4 psychoses quand même que j'ai ces petits trucs-là, puis l'autocritique de savoir m'arrêter, si on peut dire, là. OK. Parce que de mener une vie avec la pédale dans le tapis, ben ça m'a rattrapé pas plus tard que 2 ans après, là. OK. Donc, 2 ans après, un nouvel épisode. Oui, en fait, j'avais ouvert un premier bar, le Jukebox, qui marchait super bien. Puis là, la consommation, veut pas, on travaille 4 jours semaine dans les bars. On essaie d'aller faire de la promo dans d'autres bars quand on est en congé. Fait que ça devient du 6-7 jours semaine dans les bars. Puis la cocaïne est restée. Puis je te dirais que c'était une vie de fou, là. Quand j'y repense aujourd'hui, ça n'avait aucun bon sens, là. Puis j'avais besoin de vacances. Je pense que c'était un prétexte pour aller rencontrer d'autres gens. On m'a invité à aller à Playa del Carmen avec des propriétaires de bars, etc. Okay. Danseuses, tu sais, un voyage relax, là. Puis je suis allé, puis c'est vraiment là que j'ai compris par la suite, là, que j'avais une fragilité parce que j'ai perdu un peu les pédales, là. J'ai déchiré mon passeport. Je suis resté pris au Mexique. J'ai été emprisonné. J'ai vraiment perdu toute notion de la réalité. Je me suis retrouvé avec des pensées qui n'étaient pas vraies, comme je contrôlais le vent, etc. J'ai perdu une 40aine de livres parce que je mangeais plus. Le sommeil, j'imagine. Le sommeil, je me souviens pas avoir dormi. Je me souviens m'être fait gazer en prison. C'était totalement irréel qu'est-ce qui m'arrivait. Ça a pris un bon 3 semaines avant que mon père vienne me chercher. Puis on a fini à l'ambassade canadienne pour prendre des photos pour mon nouveau passeport. Puis encore une fois, je croyais que la pièce était gazée, fait qu'on a dû prendre au-dessus de 200 photos, là. J'étais juste pas apte à fermer ma bouche, puis... Ouais, des paroles incessantes. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'étais comme... Je suis en train de me faire droguer, là. Je sens dans mes narines là, qu'il y a un poison, mais... Il y a même les sensations. Ah, les sensations sont présentes, là. Finalement, on a réussi à faire la photo, puis là, mon père ne veut pas, premier réflexe, c'est de me nourrir parce qu'il voit bien que j'ai eu de la malnutrition là, durant mon séjour, là. Puis c'est là qu'il m'a donné de la nourriture, puis ça goûtait le poison. Fait que là, j'ai vraiment eu peur, là, en fait. Là, bon, mon père veut m'empoisonner, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il a pas réussi à me ramener, finalement, là,
au pays. Là, je me suis retrouvé en prison encore. Puis c'est ma tante puis mon oncle qui sont venus me rapatrier. Ils m'ont mis dans un hôpital, en fait une clinique privée là, pour que je décompresse. Puis ensuite, là, ils ont fait tout le processus là, pour avoir un air ambulance du Canada qui vienne me chercher. Puis j'ai fait le voyage sur une civière. Là. Je savais même pas que ça existait un air ambulance à ce moment-là. Je sais qu'il y en avait 2 au pays à l'époque. Là. Je sais pas s'ils ont augmenté le nombre d'air ambulance, là, mais si c'était pas de ça, j'aurais pas pu être dans un vol régulier. Là. J'étais hors de moi là, complètement. Là. OK. L'histoire commence en fait à l'urgence psychiatrique. Je veux dire, je commence à reprendre un peu conscience de ce qui m'est arrivé. Je suis encore sceptique par rapport à mon père. Je commence vraiment à reprendre un peu le contact avec la réalité. Là, on me médicamente. Je me souviens qu'à l'urgence psychiatrique, il y avait une toune d'Adèle qui jouait. C'était Someone Like You, je pense, qui jouait à la radio. Puis je me suis vraiment mis à pleurer. Puis là, j'étais comme... C'est là que j'ai pris connaissance là, de l'ampleur. De l'ampleur, là, exactement. Puis moi, je me sentais impuissant face à tout ce qui venait de se passer. Puis, juste, tu sais, s'il y a du monde qui écoute et qui savent c'est quoi l'urgence psychiatrique, c'est vraiment pas un endroit agréable, surtout quand tu files pas. Tu sens vraiment que il y a un niveau de stress parce que chaque personne vit des choses différemment. Puis, tu sais, tu regroupes ces gens-là, puis des fois, ça va pas bien, là. C'est pour ça que tu peux pas rester à l'urgence psychiatrique longtemps. On m'a transféré en aile psychiatrique où j'ai passé le prochain mois là, à reprendre un peu une vie normale, si on peut dire. Mais le sommeil, puis juste me brosser les dents, là. Le goût de la menthe, là, c'est fabuleux, là. Ah ouais, c'est rassurant. Puis je me souviens, je me brossais les dents, puis des fois avec ma brosse à dents, j'allais un peu plus loin, juste pour me faire vomir, pas jusqu'à me faire vomir, mais juste ressentir mon corps actif. Tellement que tu avais été comme déconnecté de toi-même. Déconnecté complètement, oui. OK. Fait que là, j'imagine qu'après, tu as eu un suivi, la prise de médication. Bien, c'est sûr que dans l'état où j'étais, j'ai commencé par de la médication qui était quand même assez forte. Beaucoup de milligrammes que ça soit du Seroquel ou d'autres trucs, ce qui fait en sorte que tu es un peu déconnecté. Amorti. Tu es amorti, tu es amorphe. Là, je me souviens qu'il y a un ami qui a pris soin de moi, puis j'avais des tics schizophrènes pendant un bout. Là, elle me disait que je roquais, là, un pied à gauche, un pied à droite, surtout dans des situations sociales. Là. J'avais vraiment de la difficulté à maintenir des conversations ou juste refaire des soirées entre amis. Souvent, je partais 10-15 minutes après être arrivé. Mais, tu sais, ça, j'ai eu la force de dire à mes amis, tu sais, je vais y aller à mon rythme, tu sais, mais des fois, je me sens pas bien, je vais juste partir, puis on se reprendra, tu sais. Gossez-moi pas avec ça. Ouais, exactement, parce qu'à un moment donné, tu sais, tu veux pas trop sentir de pression, puis c'est vraiment d'y aller à ton rythme aussi, là. C'est pas nécessairement facile de sortir de là. Moi, ça m'a pris un bon 2-3 ans, tu sais, reprendre plein contrôle de ma vie, là. Puis souvent, on blaguait avec, justement, mon ami. Tu es à combien de pourcents, là, tu penses, de tes capacités d'avant? Tu sais, je dis, 60. Puis là, tu sais, au fil du temps, ça augmente. Fait que, tu sais, c'est encourageant aussi, mais, tu sais, je pense que faut faire des actions qui font en sorte que, justement, on va vers l'avant, tu sais, que ce soit l'activité physique, puis... surtout avec l'aide des ergothérapeutes. Moi, j'ai terminé mon secondaire 5. J'étais un peu endormi, mais j'ai été apte à le faire. Là. Je me souviens que ma tante m'appelait tous les matins. Là. OK, bon matin, tu t'en vas à l'école aujourd'hui. J'étais comme, oui, je vais y aller. Parce qu'il y a eu de la réinsertion, excuse-moi,
t'interromps, mais t'as eu ce désir-là de reprendre vraiment un espèce de rythme de vie plus sain, plus tranquille ou? Ben, je te dirais que, tu sais, quand j'ai eu mon suivi, ben, tu sais, j'avais l'aide d'ergothérapeute, puis se donner des objectifs, des petits, des moyens, c'est quelque chose qui est super important parce qu'à un moment donné, tu vois plus tu vois pas où tu t'en vas, tu sais. Fait que de se donner des objectifs, je pense que c'est super important, tu sais, comme n'importe qui dans la vie, d'avoir des goals, tu sais, ça te permet de rester focus. Le problème dans tout ça, ben, c'est quand ça commence à aller mieux, tu sais. C'est là que cette espèce d'adrénaline-là te monte à la tête, si on peut dire, puis l'envie de consommation revient. Puis dans mon cas, c'est ça qui est arrivé, là. C'est vraiment, bon, ben, je vais bien, je suis correct. Pourquoi, tu sais... T'es de nature festive, j'imagine. T'as beaucoup d'amis. Tu sais, ta vraie nature c'est ça, de gars un peu funny, ben, revient. Ben oui, mais la vie monotone, c'est pas... Ouais, exact. Puis t'as le goût aussi de te sentir, si on peut dire, vivant, là, puis te sentir normal. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de pas tomber dans ce piège-là, mais moi, je l'ai fait, puis je suis retourné, malheureusement, à l'hôpital. Puis à un moment donné, ben, tu réalises que faut que tu t'adaptes à ton nouveau toi, si on peut dire. Puis, tu sais, le premier move qu'on peut faire, c'est vraiment d'accepter notre diagnostic, tu sais. C'est de vivre avec, là. Je pense que c'est pas une embûche d'avoir un diagnostic en santé mentale. Je pense que si on prend soin de soi, puis on est patient, surtout la patience, c'est super important parce que des fois, c'est long de trouver la bonne médication. Des fois, mettons, moi, j'encourage souvent les gens à faire du sport, mais tu sais, le sport, ça n'arrive pas en 2 jours, puis on se sent mieux, là. Oui, après la séance, tu te sens bien, mais ça part, mais c'est à long terme que ton corps se sent plus en forme, etc. Puis, tu sais, que ce soit au point de vue physique ou au point de vue mental, tu sais, ça fait du bien de bouger, là, puis c'est super important. Puis que ce soit le plein air aussi, tu sais, de ne pas rester encabané. C'est sûr qu'il y a eu des moments où je me suis renfermé sur moi, là, mais ça a été long, là. Puis, tu sais, plus qu'on est actif, plus qu'on va aller mieux rapidement, là. Puis qu'on va avoir la motivation d'y retourner le lendemain, puis de recommencer. Exactement, tu sais. Puis il y a une certaine pleine conscience, je pense, dans le sport, tu sais, ou en tout cas dans le fait d'avancer malgré tout. Tu sais, tu as le projet Je marche Montréal. Oui, Je marche Montréal pour la santé mentale que j'ai commencé en 2019. En fait, c'est vraiment... quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai dit, ben, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir une famille, des amis qui m'ont soutenu. Puis je me dis que sans eux, ça aurait été encore plus difficile. Puis tu sais, je regardais qu'est-ce qui se faisait en santé mentale. Puis c'était tout le temps du recueil de dons. Moi, j'ai décidé d'inspirer les gens, en fait, à faire de l'activité physique. Puis moi, je me suis dit, bon, ben, est-ce que je marche le Canada, tu sais? Puis je dis, ça va être compliqué. Il va falloir une vanne où je dors, qui va me suivre, faut que je lâche mon travail. Fait que j'ai décidé de marcher l'île de Montréal au complet, en fait, parce que je pouvais retourner chez nous. Présentement, c'est au-dessus de 2000 km que j'ai marché là, depuis 2019. Un an et quelques mois. Ouais, exact. Je me suis pas donné de timeline parce que, tu sais, c'est de la pression pour rien pour moi. Puis aujourd'hui, j'évite énormément les sources de stress, là. Comme pour faire un podcast, je prends pas de boisson avant un bout, sinon je me sens pas super en forme. Tu sais, j'apprends mes petits trucs parce que sinon, tu tombes dans un pattern de stress. C'est comme la même chose de consommer avant un examen ou quoi que ce soit. C'est pas nécessairement le fait que tu consommes, mais ça reste dans ta tête longtemps. Puis, l'alcool est peut-être parti de ton corps, mais tout le stress que ça t'a créé de savoir si tu allais performer ou quoi que ce soit, c'est pas la meilleure des choses. Plusieurs sports, dans le fond. Ouais, exactement. Là. Fait que dans le fond, tu as appris à écouter un peu observer, tu as écouté ce que ça faisait comme impact, par exemple, de consommer à tel moment ou de
Donc, t'as pas arrêté totalement, tu te le permets, mais tu es plus stratégique quand tu consommes, c'est ça? Ben exactement, tu sais, veux pas, tu sais, on a toutes des choses qu'on aime dans la vie. Moi, j'aime des fois prendre un verre. Souvent, je prends des pauses d'alcool de quelques mois, mais pour l'instant, dans ma vie, c'est quelque chose qui me rejoint encore. Mais j'ai vraiment diminué de 80-90% ma consommation. Puis où je le fais, puis c'est tout le temps, comme tu disais, là, stratégique. Là, je m'en vais pas en voyage, c'est sûr, demain matin. Puis sans point de repère, je sais pas trop où. La chambre d'hôtel que j'ai vue une fois, à chaque fois que je consomme, c'est proche de chez nous ou chez nous-mêmes. Je sais comment revenir pratiquement à pied ou en taxi. Avec des gens que tu connais. Exactement. C'est aussi simple que ça. C'est la façon que j'ai trouvé pour plus me sentir partir. Puis, j'ai arrêté le cannabis là, pas long aussi parce que des fois, je mélangeais les deux. Puis, c'est quand même un cocktail dangereux, je te dirais, pour quelqu'un qui a fait des épisodes psychotiques qui est bipolaire aussi. Oui. Puis en plus, c'est qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on fume. Enfin, là, maintenant, il y a le pot légal, mais il y a des petits cannabis qui vont être plus. Qui vont te mettre plus high, d'autres qui vont te mettre plus. Bon. Ben c'est ça le danger aussi, là, parce que, mettons, tu fumes à la maison, tu es habitué à ton CBD. Puis là, tu es habitué, fait que tu dis que c'est correct. Puis là, tu as bu quelques bières, puis là, tu te retrouves avec des gens. On fume un joint, ben oui, je fume tout le temps des joints à la maison. Puis là, tu penses pas à l'effet du THC, puis là, bang, ça te rentre dedans. Puis. Tu peux paniquer vite. Là. Ouais, tu peux paniquer vite. Là. Moi, j'ai vécu 2 crises de panique là, cet été, puis c'est vraiment là que j'ai décidé d'arrêter parce que ça me tente pas de refaire une psychose, là, surtout pas après 4-5 ans dans le monde réel. Là. Dans le monde réel. Au niveau de la médication, t'as-tu tenté à un moment donné d'arrêter en disant, ben regarde, moi, ça fonctionne bien, là, parce que j'entends ça parfois, ben là, je sens que j'ai plus besoin, je suis retombée sur mes pattes, puis... Oui, j'ai fait la demande, moi, à ma psychiatre, une demande qu'elle a acquiescée. On a arrêté la médication. Ça m'a pas fait. La médication, pour moi, c'est vraiment une protection. Une protection de plus. Ça fait partie de mon équipe parce que je me sens en sécurité. Ça fait partie d'un peu de ma routine. Je l'ai abandonné une fois, puis j'ai vu le résultat. Moi, j'ai pas vraiment d'effet secondaire. J'ai cette chance-là. Puis comme je disais tantôt, c'est d'être patient des fois pour trouver la bonne molécule qui nous va ou quoi que ce soit. Ouais. Mais je pense que un jour ou l'autre, chaque personne va trouver la sienne, je le souhaite, là, tu sais. Mm-hmm. Puis le fait d'être bipolaire, moi, ça me dérange aucunement, là. Je veux dire, je vis avec très confortablement. Puis c'est ça l'important, c'est d'être bien, là. Tu sais, je veux dire, d'avoir le statut ou pas de l'avoir, pour moi, ça change plus rien aujourd'hui, là. Tu te définis pas par ça du tout, dans le fond? Aucunement, là. Tu sais, au début, je disais je suis bipolaire, puis j'ai appris à dire j'ai une maladie bipolaire, là. Parce que c'est pas nous qui est bipolaire, c'est la maladie, là, puis on l'a, tu sais. Mm-hmm. Il y a comme une certaine nuance là-dedans, puis je pense que c'est possible de vivre une vie super convenable, puis au-delà d'utiliser, tu sais, des fois, les petits ailes qu'on peut avoir, c'est de les canaliser puis d'en faire de quoi de beau, là. Puis juste faire attention à nous, puis ben, quand ça va moins bien, de ne pas s'isoler puis d'en parler, puis tu sais, j'en parle, des fois, c'est aussi simple que ça, des fois, c'est moins simple, mais je pense que, tu sais, avec une bonne équilibre de vie, c'est possible de faire un beau bout de chemin, là. Puis même de mettre ça à profit, tu sais, cette expérience-là, puis tu sais, comme tu dis, des fois, tu as des périodes où tu as plus d'énergie. Tu sais, tu as plein d'autres projets aussi qui sont... il y a Je marche Montréal,
Mais il y a aussi, comment, attends. Il y a coup de pinceau, coup de ciseau que je suis en train de développer, en fait, là. C'est une galerie d'art à but non lucratif, en fait, qui, avec les profits, on coupe les cheveux à des gens qui ont des troubles de santé mentale. Je trouve ça important pour moi. C'est un petit geste, tu sais, ça paraît anodin. Moi, quand j'étais à la clinique JAP où j'ai été suivi, j'ai vu beaucoup de jeunes qui n'avaient pas les moyens, puis qui cherchaient l'argent, puis etc. Puis prendre soin de soi, c'est tellement important, que ce soit par l'activité physique ou juste... Se brosser les dents. Ouais, exactement, se brosser les dents. Wow. Je m'en souviens encore, je l'ai encore dans la tête, comment le goût de la menthe m'avait frappé, là, mais bon. Non, mais c'est des petits marqueurs comme ça. Puis je suis sûre qu'au quotidien, dans la vie, ça te permet, tu sais, quand tu te brosses les dents, tu sais que ta journée est commencée, puis tu vas sortir de ton lit. Puis, tu sais, il y a des éléments comme ça qui nous incitent à continuer. Totalement, ben oui. Aussi anodin que ça peut être aussi anodin, tu as totalement raison. Donc, la clinique JAP, juste pour préciser, là, c'est une clinique, en fait, qui vient en aide. C'est jeunes adultes psychotiques, en fait. Ils traitent des gens de 18 à 35 ans. C'est une clinique PEP qu'on appelle dans le milieu. C'est premier épisode psychotique. Donc, tu peux y avoir accès quand c'est ta première psychose. Puis ensuite, là, tu peux pas vraiment avoir accès si tu es à 2e, 3e psychose. Là. Ils prennent en charge vraiment les premiers pour justement pas que ça réarrive, etc. Mais des fois, dans mon cas, c'est réarrivé, mais en même temps, la clinique JAP t'a quand même soutenu dans tout ça? Oui, totalement. J'ai arrêté mon suivi là, il y a environ 2 ans. Okay. Là, j'ai un suivi au CLSC une fois par 2 mois environ avec une infirmière spécialisée en santé mentale qui est formidable. Là. OK. Fait que t'as quand même un filet de sécurité malgré tout. Il y a ta famille, tes amis, tout ça, mais aussi tu as encore un lien avec le CLSC. Oui, j'ai cette chance-là. Pour de vrai, c'est pas évident. Là, on a entendu hier, je crois, qu'il injectait 10 millions là, dans la santé mentale. Ça va faire du bien. Là. Je pense que les événements de samedi à Québec, je pense qu'ils ont accéléré le processus. Là. Je pense qu'il y a plus de gens malades qu'on peut le penser. Puis c'est le temps de le mettre, là, je veux dire, avec la pandémie, etc., il y a plein de bobos qui sortent, ouais, ils veulent pas, tu sais, quand tu as du temps de remise en question, tu es moins actif, ta tête a le temps de spinner, tu sais, des fois on est pris dans notre train-train quotidien, là, puis on n'a pas trop le temps de se poser des questions, puis là, il y a eu un arrêt total, fait que il y a plein de gens qui vont pas bien présentement, là, fait qu'il faut prendre soin de ça avant que ça dérape. Ça dégénère. Puis toi, tu as une belle visibilité, j'imagine que tu as un gros réseau de contacts. Je pense que c'est important de déstigmatiser aussi la santé mentale, la maladie mentale. Comment ça a été reçu auprès de ton entourage? Ça? Comment tu as dealé avec ça? Comment ça se passe dans tes relations aussi à travers tout ça? Je te dirais que, pas moi, dans mon cas, pas mal tout le monde le su ou a eu à le savoir très rapidement à cause que ma tante est venue me chercher au Mexique, etc. Puis ensuite, le diagnostic tombe. Veux pas, tu sais, mais ma famille a toujours gardé la porte ouverte, tu sais, m'a posé quelques questions, mais c'est sûr qu'ils sentaient que j'étais plus la même personne pendant un bon bout, tu sais, la joie de vivre était partie un peu, là, tu sais, j'ai eu des pensées suicidaires pendant un bout. Ils ont été patients, tu sais, ils ont répondu au téléphone, ils m'ont appelé, ils ont pris des nouvelles. Ça fait une différence capitale, là, je te dirais, dans un rétablissement, là. Je te dirais, c'est pas évident pour les familles, surtout si la personne a à le vivre d'une façon qui est plus difficile puis qui a un peu une rage envers la vie. Là, tu sais, l'aide va peut-être moins venir, mais tu sais, on a une responsabilité en tant que personne aussi de laisser venir l'aide aussi. Puis d'accepter l'aide, puis aussi d'être respectueux
par rapport à ce qui nous arrive, tu sais, c'est difficile à faire, mais veux pas. Quand on essaie d'aider quelqu'un, puis la personne te crie après ou quoi que ce soit tout le temps, ben ça se peut que l'aide vienne moins, tu sais. Fait que moi, j'ai été quand même réceptif face à ce qui m'arrivait, puis je n'étais pas en colère. Fait que j'ai rendu la job facile aux personnes de m'aider, je te dirais. Là. Je vois ça comme ça un peu aujourd'hui. Ben, j'entends souvent des témoignages de d'autres personnes. Je sais pas quoi faire, ils me crient tout le temps dessus. Je suis un peu désespéré. C'est des cas qui sont un peu plus difficiles dans ce temps-là. On veut l'aider, on aime cette personne-là, mais en même temps, ça devient difficile quand cette personne-là nous repousse. Puis chacun a sa vie, puis c'est de respecter ça. Je veux dire, on ne sait pas, qu'est-ce que tu as, mettons, toi, comme problème, puis là, est-ce que tu es capable d'aider quelqu'un, ou présentement, il faut que tu focuses sur toi pour pouvoir mieux aider les autres après, tu sais. Okay. Il y a tout le temps Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a un diagnostic, qui reçoit un diagnostic de bipolarité? Moi, ce que j'aurais à dire, c'est vraiment de l'accepter, puis d'être patient, parce qu'il y a plein de belles choses qui peuvent en découler. Je ne veux pas me nommer, mais je pense que au fil des années, qu'est-ce qui m'arrive, c'est super le fun pour moi. Moi, j'ai pris la décision d'un peu, justement, de montrer que la santé mentale, on pouvait s'en sortir puis de donner de l'espoir. Mais ça serait aussi possible pour moi de reprendre une vie normale puis d'avoir une job 9 à 5, si c'est ça que je voulais. Ça serait probablement plus facile même. Je te dirais que ça serait moins stressant probablement, mais tout peut redevenir un peu comme avant. C'est juste d'être patient, c'est ce que j'aurais à dire. Le temps de trouver probablement la médication nécessaire pour soi. Savoir quand est-ce qu'on se met un peu plus en danger ou à risque. Là, exactement, c'est de s'écouter aussi, tu sais. Puis c'est vraiment de faire attention à soi, puis de se privilégier, nous, en premier. Puis après, tout est possible, là, mais il faut prendre soin de nous plus qu'avant. Puis d'avoir peut-être une routine que moi j'appelle des points de repère maintenant aujourd'hui parce que j'ai toujours détesté la routine. Là. Ouais. Mais tu sais, moi j'ai des points de repère qui m'aident à mieux fonctionner dans la vie. Puis c'est de se renseigner aussi sur les échelles de stress qui est super important. Là. Tu sais. Déménagement, changement de travail, nouveau projet. Exactement. Puis là, tu sais, c'est comme, oh, OK, là, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Je suis en train vraiment de faire la recette parfaite pour que je sorte de moi-même, là. Ouais, OK. Tu sais, c'est vraiment... Tu n'iras pas là. Non, je vais pas... je m'en mets pas trop sur les épaules, là. J'ai pris des décisions face à ma marche de l'arrêter plus vite cette année parce que, justement, je donnais ma première conférence. J'avais le podcast. J'ai une autre vidéo à faire d'une 30-45 minutes. J'ai fait des vidéos pour la SQ, plus ma marche, plus travailler. Là, j'étais comme, OK, wow, OK. Là, je me magasine là, quelque chose, là, tu sais, de pas super intéressant, là. C'est vraiment de s'écouter, puis, tu sais, je me dis que, tu sais, c'est pour ma part, là. Ça va revenir de toute façon, les opportunités, puis dès qu'on prend soin de soi, il y a tellement de belles choses qui nous arrivent, là. Je sais pas si je suis bouddhiste aujourd'hui ou quoi que ce soit, mais je crois vraiment à ça. Là, tu l'as vu dernièrement aussi, dans les dernières années, que c'est ce qui est arrivé aussi. Exactement. Fait que, ça va revenir. C'est pas parce qu'on met de côté quelque chose pour quelque temps. La majorité du temps, les gens comprennent de toute façon. On vit tous dans un monde extrêmement stressant. Fait que, si tu t'ouvres à quelqu'un et tu lui dis « Oh, c'est peut-être pas le bon moment, parce que moi, je me sens comme ça, comme ça, comme ça, puis je veux pas en avoir trop sur les épaules. » C'est bien rare que quelqu'un, ben là. Mais tu vas juste te faire respecter davantage, je pense. Totalement, là. J'ai vu aussi sur
sur ton site internet que tu faisais un peu la promotion d'un organisme qui s'appelle l'Humain avant tout. Oui, Humain avant tout. En fait, c'est quelqu'un qui a posté ça en 2019, qui est un peu associé à ce projet-là. Puis moi, j'étais en pause de marche, fait que j'ai décidé d'encourager leur levée de fonds parce qu'ils étaient en levée de fonds à ce moment-là. Puis j'ai ramassé peut-être un 300-400 $ environ pour leur... Je trouvais que leur projet était tellement intéressant. Si vous voulez aller voir, là, c'est humainavanttout.com. C'est rempli de photos-reportages sur plein de gens qui ont eu des troubles avec la santé mentale, si on peut dire, liés à la santé mentale. Puis je trouvais ça tellement hot comme projet que j'ai décidé de les aider. Puis j'ai eu moi-même eu à faire mon photoreportage. C'est vraiment là que ça a explosé, si on peut dire, pour mon cas. Je pense que je suis la photoreportage qui a le plus attiré de gens à ce jour. Puis là, la Sûreté du Québec m'a appelé pour justement faire une vidéo lorsqu'il y a des interventions avec des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale. J'ai fait la semaine, 2 filles le matin. Donc, on a gardé une super belle relation. Puis c'est vraiment, je te dirais, un point de repère qui est super intéressant, tu sais, quand ça va pas, moi, des fois, je vais là, je regarde. Au moins, on se sent pas seul, tu sais. Je veux dire, ça vraiment déstigmatise un peu tout ça, puis ça met un visage humain à la santé mentale. Puis je pense qu'on fait des progrès, justement, puis il y a une plus grande ouverture qui est montrée de la part de tous, là. En tout cas, je vais parler du Québec, là, parce qu'il y a certaines cultures qui sont encore très tabou, mais je trouve qu'on avance, on avance un pas à la fois, puis je pense que c'est ça l'important, là, qu'il y a au moins des avancements, là. D'accepter que des fois, on est vulnérable, puis c'est correct aussi, tu sais. On n'est pas toujours des Wonder Woman ou des Superman, puis qu'on a le droit aussi de... Ben pour moi, ça fait longtemps que c'est terminé, cette espèce de pensée qu'on doit avoir tel bien, qu'on doit travailler 40, 50, 60, 70 heures par semaine, d'avoir des biens matériels. Pour moi, c'est terminé. J'ai fait une croix là-dessus. J'ai tout perdu d'un coup, là. Fait que pour moi, c'est plus une réalité qui m'intéresse, là. Puis je pense qu'on se met beaucoup, beaucoup trop de pression. Puis si on a un cercle d'amis qui a des pensées comme ça, puis qui nous attire vers cette espèce de vie matérielle-là, c'est correct si on aime ça, mais je pense qu'on a des questions à se poser face à nous, ce qu'on veut réellement. Ça fait son temps aussi, je pense. Ouais. Ben, en tout cas, moi, rendu à mon âge, je me rends compte que j'ai eu la chance d'avoir une maison, j'ai eu la chance de le vivre, puis ça me rendait pas plus heureux, là, au contraire. C'est ça, tu as atteint quand même une espèce de célébrité, d'un niveau financier satisfaisant à beaucoup d'amis. Tu sais, il y a un peu, des fois, tu sais, bon, quand on regarde Instagram, justement, les réseaux sociaux, ben, tu sais, on cherche c'est ça, à devenir influenceur ou à avoir un certain prestige autour de nous, mais tu sais, finalement, on se rend compte que ben, ce qui nous anime, c'est peut-être pas ça, ou bien finalement, quand on est seul chez nous, ben, on n'est pas si animé que ça par ça. Non, totalement. Puis, tu sais, moi, ça me fait rire, là, parce que j'en connais des influenceurs, là, puis tu veux pas être influenceur, là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de jobs, là. Ah ouais, OK. C'est du 16 heures par jour, des fois, là. Oui, t'as de l'air à faire ce que tu veux dans la vie, là, mais tout est calculé à la lettre, là. Je veux dire, tu déjeunes, tu as une affiliation avec une compagnie de céréales, il faut que tu places toutes tes affaires, tu crées du contenu. C'est comme on est, c'est bizarre, là. Pour moi, là, en tout cas, je comprends pas ça. Je comprends que les gens, tu sais, sont attirés par les vies parfaites, mais tu sais,
Ils en ont parlé justement récemment, là, comme quoi tout était positif sur les réseaux sociaux, puis tu sais, ça fait pas de sens, là, tu sais. Faut prendre un pas de recul des fois, puis se dire, ouais, mais, OK, là, ça à prendre puis en laisser, là, tu sais, je veux dire. Mais je pense que c'est intéressant quand tu parles de pied de recul, justement, tu sais, un pas de recul. Tu sais, je pense qu'on a intérêt quotidiennement à le prendre, ce pas-là de recul. Tu sais, quand on vit un inconfort, puis qu'on se comprend plus on se comprend plus dans quel univers on vit, puis qu'il y a comme des grandes remises en question. Tu sais, quand tu dis, ah, ben j'ai mes repères, tu sais, tu sembles prendre ce pas de recul-là fréquemment dans ta vie pour dire, attends, là. Tu sais, puis je pense que ça, c'est un élément qui est crucial aussi pour préserver une bonne santé mentale, être capable d'avoir un regard d'un point de vue extérieur de soi-même, puis dans quel univers on vit, puis est-ce qu'on veut vraiment être à la merci de cette espèce de système-là qui roule très vite, puis que bon, au final, est-ce que c'est ça qui va nous rendre bien, tu sais, à l'intérieur? Ben, c'est ça qui arrive. Je pense que la vie va tellement vite qu'on ne prend pas le temps des fois pour faire comme ah, OK, mais moi, qu'est-ce qui me rend heureux? Moi, qu'est-ce qui me rendrait heureux? Puis aussi profiter du moment présent. Là. Si on pense tout le temps au futur ou au passé, le moment présent, pour moi, c'est le plein air, c'est la marche. C'est vraiment être dans l'action, tu sais. Mettons, moi, la vaisselle, ça me détend, tu sais. Je veux dire, puis j'avais entendu j'écoutais un documentaire sur les gens qui priaient dans un temple, etc. Puis c'était comme le gourou un peu du temple, puis il disait, moi, je me sens bien quand je prie, mais je me sens encore mieux quand je passe le balai du temple, tu sais. Parce que tu es dans l'action, puis tu sais, il y a quelque chose qui est vrai là-dedans, tu sais. Ouais, puis tu sais, des fois, on a eu des gros highs, on a vécu des grosses sensations, puis quand on se retrouve avec des petits bonheurs ou des petits événements, on dirait que ça devient banal, mais tu sais, je pense que c'est important aussi d'être capable de se retrouver bien dans ces petites banalités-là aussi. Là, même si on est quelqu'un de très intense dans la vie, puis qu'on se définit comme ça, je pense que l'intensité, tu peux aller la chercher ailleurs que dans les événements ou dans les trucs un peu plus superficiels ou extérieurs à soi-même. Il y a une quête d'intensité à l'intérieur de nous qui est possible aussi. T'sais. Totalement, puis il faut accepter nos émotions aussi, tu sais, puis si on arrêterait un peu de se comparer justement face aux réseaux sociaux, puis tu sais, regarder, ah, moi ça me fait plaisir, ouais, mais je me vois pas poster ça, ouais, mais vis-le, ça, même si ça impressionne personne, ton petit bonheur, là, il te fait du bien à toi, là, tu sais. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, je pense que on se compare à soi-même, puis de voir tout le chemin qu'on a parcouru, des fois, ben, de voir tout ce qu'on a traversé, puis ça peut nous donner cette force-là aussi de continuer, puis d'accepter ce qui arrive dans la vie, qui est assez imprévisible d'ailleurs, mais de faire face à tous les événements, ben, puis de réaliser qu'on est capable d'y faire face, ben, ça nous énergise beaucoup, puis ouais, je pense que t'es un bel exemple de quelqu'un qui a traversé des épreuves, puis que quand même, tu donnes au suivant, t'es vraiment, je pense que tu contribues beaucoup à faire en sorte que on reconnaisse qu'on est vulnérable, qu'on est humain, puis ouais, c'est vraiment un plaisir de discuter de ça avec toi. Vraiment, même chose pour moi, tu sais, pour moi, j'en fais un peu une mission de vie, puis c'est à mon rythme, puis je me mets pas de pression, puis juste le fait de venir ici, d'en parler, si je peux inspirer ou aider ou une personne, pour moi, tu sais, mon travail, il va être réussi, puis c'est mon petit bonheur à moi, là. J'en demande pas plus, puis merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un plaisir. Merci, Gabriel. Merci à toi.